Je vous remercie pour l'invitation qui m'est faite donc à parler de la France et de l'Union européenne face au monde rural africain. Quelles sont les orientations, l'organisation et les acteurs des coopérations. Initialement, on avait envisagé la participation d'une personne de la Commission européenne qui n'a pas pu venir. Je vais essayer également de vous parler de ce qui se passe à Bruxelles, mais moi je suis d'abord à Paris et je maîtrise plus ce qui se passe au niveau de l'aide française. Donc je vais commencer par balayer assez rapidement l'évolution des approches et des méthodes d'aide au développement agricole des indépendances jusqu'à aujourd'hui, principalement pour marquer quel est le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui. Vous parlez de la stratégie française vis-à-vis du développement agricole, puis de l'aide de la Commission européenne, avant de dresser quelques perspectives et quelques questionnements que nous avons au niveau de l'aide française. Donc tout d'abord, rapidement, l'évolution des approches d'aide au développement rural et agricole. Dès la sortie des indépendances, l'aide française s'est mobilisée en particulier sur l'agriculture et en apportant un appui au développement des filières d'exportation. C'est la grande époque de la mise en place des entreprises d'État, d'encadrement des filières, du coton, du café, du cacao. C'est une période où la problématique alimentaire est abordée sous l'angle de l'autosuffisance alimentaire, en souhaitant que les pays nouvellement indépendants puissent subvenir à leurs besoins en termes d'alimentation, jusqu'au choc alimentaire des années 70, qui ont fait évoluer ce concept vers l'idée de sécurité alimentaire, donc pas uniquement centré sur une autosuffisance du pays, mais en tenant compte des marchés régionaux et internationaux. En termes de développement agricole, les années 80 sont marquées par le développement de projets dits de développement rural intégré. On considère une zone géographique au sein de laquelle on tente d'accompagner le développement de l'école, de l'accès aux soins de santé, le développement des marchés alimentaires et le développement de l'agriculture. Tout ça jusqu'aux années 90, qui sont marquées par les plans d'ajustement structurel, qui entraînent un désengagement des États, des secteurs productifs en particulier, période marquée donc par une rupture forte des politiques et de l'action sur le terrain, puisque les fonctions qui étaient jusqu'à cette période prises en charge par les États sur subvention de l'aide internationale sont théoriquement transférées au secteur privé, lequel n'existe pas ou, s'il existe, n'est pas en capacité de prendre le relais. Et puis les années 2000, j'ai simplement mentionné objectif du millénaire pour le développement. Je suppose que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. 8 engagements de la communauté internationale. Et le premier objectif du millénaire pour le développement est de réduire de moitié d'ici 2015 par rapport à 2000 le nombre de personnes qui souffrent de la faim et le nombre de personnes pauvres. C'est une période qui est marquée par un désengagement de l'aide internationale vis-à-vis de l'agriculture. En fait, l'aide, que ce soit par les grosses filières, puis par les programmes de développement rural intégré, a finalement peu de résultats visibles, durables. On se rend compte qu'il y a une très faible capacité d'absorption des fonds par les institutions locales. Les objectifs du millénaire pour le développement orientent les fonds internationaux plutôt vers les secteurs sociaux. La santé et l'éducation ont un regain d'intérêt à cette époque-là, mais les secteurs productifs et l'agriculture en particulier sont globalement délaissés. Et en plus, au sein de la communauté internationale, il n'y a clairement pas de consensus sur une stratégie pour le développement agricole. Ce qui contribue à ces quelques chiffres que j'ai notés là, l'aide à l'agriculture de la Commission européenne en 2002, c'est à peine un tiers de l'aide attribuée dans les années 80. En France, on a une baisse, même au début des années 2000 encore, avec moins 25%. Donc c'est moins 25% de l'aide française à l'agriculture entre 2000 et 2003.
Et en 2003, la France attribue 3,4% de son aide publique à l'agriculture. La moyenne des pays OCDE étant de 4,7%. 2007, on se demande si on n'a pas enfin un retour de l'agriculture sur l'agenda de l'aide au développement. En effet, on est à mi-chemin par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, donc fixés pour 2015. La revue actuelle à mi-parcours met en évidence un bilan très négatif sur l'OMD 1, en particulier pour l'Afrique, où la malnutrition s'est aggravée, la pauvreté n'a pas diminué. Ce qui amène à relativiser l'approche du début des années 2000 qui mettait l'accent sur les services sociaux, les secteurs sociaux principalement, et donc on revient à à la nécessité des secteurs productifs pour tirer la lutte contre la pauvreté et plus globalement l'accès aux services sociaux. Il y a actuellement un rapport en cours d'élaboration, le rapport sur le développement dans le monde, donc qui est un rapport qui sort de manière annuelle avec un thème chaque année. Ce rapport est rédigé sous l'égide de la Banque mondiale. Cette année, le thème de ce rapport est l'agriculture pour le développement. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de rapport sur le développement dans le monde portant sur l'agriculture. Ça attire du coup les yeux de toute la communauté internationale et c'est ce qui nous amène à ce questionnement, est-ce qu'enfin on a un réel retour de l'agriculture sur l'agenda de l'aide? Aujourd'hui, il y a un consensus sur un constat, c'est 75% des pauvres sont ruraux. Et il y a des disparités notamment de revenus et d'accès aux services croissantes entre ruraux et urbains qui créent des tensions sociales et politiques dont on estime qu'elles ne seront plus gérables à très court terme. Et puis en termes d'approche, il y a maintenant un consensus sur la multifonctionnalité de l'agriculture et son rôle particulier de ce fait. Et puis de manière plus économique, aujourd'hui, y compris la Banque mondiale, nous démontre que les investissements publics dans le secteur agricole ont un impact en termes de réduction de la pauvreté bien plus élevé que les investissements dans d'autres secteurs productifs. Ils mettent en évidence un rapport de 1 à 4. En parallèle, on a une évolution également des méthodes. À la sortie des indépendances, les projets de l'aide internationale et de l'aide française en particulier sont, comme je le disais, des projets qui sont géographiquement circonscrits, rarement thématiquement globaux, et mis en œuvre par une assistance technique externe qui vient combler le déficit d'expertise locale. Et tout ça aboutit déjà à une fragmentation d'action assez manifeste, d'un point de vue thématique et également d'un point de vue géographique, avec une juxtaposition de projets et programmes qui reflètent chacun les lubies, je dirais, de chaque coopération. Et il n'y a pas de stratégie nationale, il n'y a pas d'articulation entre les différentes interventions et une appropriation locale forcément extrêmement faible. Tout ça, toute cette réflexion et cette prise de recul sur les déficits de ces méthodes aboutissent à la déclaration dite de Paris en 2005 sur l'efficacité de l'aide, qui met en avant la nécessité pour les coopérations d'être dans une logique non plus d'offres techniques, mais de réponse à des besoins fondamentaux identifiés de manière partenariale avec les gouvernements locaux. Selon la déclaration de Paris, les coopérations internationales doivent s'aligner derrière des politiques sectorielles élaborées au niveau des pays, voire des régions, et accompagner un renforcement des capacités locales pour mettre en œuvre ces politiques. Au niveau des outils, on met en avant l'intérêt de l'aide budgétaire, avec beaucoup de limites, mais c'est un objectif vers lequel on considère qu'on doit tendre. Et enfin, on souligne l'importance, et c'est là-dessus qu'il y a de grosses discussions au niveau international à l'heure actuelle, de l'harmonisation des approches des bailleurs. Alors l'aide française à ce secteur dans tout ça. En 2005, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement
donc qui est l'instance d'État qui donne les orientations de l'aide française, décide de responsabiliser l'Agence française de développement dans la mise en œuvre de toutes les opérations bilatérales, sectorielles, donc tout ce qui concerne l'agriculture au niveau national. La DGCIN, donc c'est la Direction générale de la coopération internationale et du développement, qui est aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères, qui anciennement était un ministère à part entière, et a un rôle qui est recentré sur le pilotage stratégique et sur ce qu'on appelle la diplomatie du développement, c'est-à-dire en interministériel être les avocats du développement quand on prépare les positions françaises vis-à-vis des négociations commerciales internationales, par exemple. C'est la DGCID qui, dans le tour de table interministériel, met en avant l'impact potentiel des positions françaises vis-à-vis du développement des pays du Sud. Et en 2005 sont validées 7 stratégies sectorielles, dont une sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, qui renouvelle en fait un engagement politique français fort vis-à-vis de l'agriculture. Quand je dis fort, on verra plus tard que c'est surtout dans les mots. C'est-à-dire que même dans cette période où l'agriculture n'était plus un sujet de discussion au niveau des bailleurs internationaux, la France ne s'en est jamais totalement retirée. Elle est restée présente sur le secteur. On verra un peu plus tard dans quelle proportion. Alors la stratégie de 2005 essaye de prendre en compte les faits les plus marquants du contexte du développement agricole des pays en développement, en soulignant l'impact de la libéralisation économique et des privatisations, de la libéralisation politique, c'est-à-dire que c'est quand même une période de démocratisation importante, de décentralisation également, qui fait évoluer la gouvernance au sein des États africains en particulier, la globalisation des échanges. La démographie est une composante qui est particulièrement importante à prendre en compte. On est à l'aube d'un doublement de la population africaine à échéance à moins de 20 ans, avec un mouvement d'urbanisation auquel vous faisiez allusion qui est très fort, mais le croît démographique est tel qu'à l'heure actuelle, la population rurale ne baisse pas en chiffres absolus. En proportion relative par rapport à l'urbanisation, elle baisse. Et c'est un contexte également dans lequel les migrations sont très importantes, et au-delà de l'effet de mode, on ne sait pas, mais en tout cas politique en particulier en France autour de ce sujet, je tiens à souligner que les migrations en Afrique sont avant tout des migrations locales, des migrations rurales vers l'urbain, des migrations des pays enclavés vers les pays côtiers, vers les pays pétroliers, vers les zones où il y a des opportunités économiques, et ces migrations-là représentent 95% des migrations, et les migrations internationales ne représentent que 5% pour l'Afrique. Dans les éléments de contexte, évidemment, les enjeux environnementaux avec le changement climatique, les phénomènes de désertification sont à prendre en compte pour le développement agricole, et plus récemment, la crise énergétique et le développement des biocarburants, avec l'impact que ça a sur l'attribution des terres, soit à des cultures de biocarburants, soit à des cultures alimentaires, qui créent d'énormes débats aujourd'hui et qui conduisent même à un redressement des cours internationaux des matières premières agricoles auxquels on ne s'attendait pas. Toutes les prospectives qui existaient il y a quelques années ne mettaient pas en évidence ce redressement des cours. On ne sait pas aujourd'hui si c'est un redressement de longue durée, s'il y aura un palier à court terme, si ça va replonger rapidement. Et il est assez étrange de souligner, de remarquer qu'il n'y a pas d'économiste à la Banque mondiale qui ne fasse de prospective à ce sujet à l'heure actuelle. Donc dans ce contexte, pour nous, les objectifs ou les thèmes transversaux qui sont importants, c'est croissance économique, mais équité, mais réduction des inégalités, c'est commerce, mais développement. Quel commerce pour le développement? C'est emploi et des emplois sur des territoires.
tenter d'aller un peu plus vite. Rapidement, les axes opérationnels de la stratégie française. Je ne vais pas lire tous les PowerPoint pour avancer un petit peu plus vite dans ma présentation. Les questions qui sont soulignées à la fin des 4 slides qui présentent les axes opérationnels sont là pour vous montrer la réflexion dans laquelle on est vis-à-vis de nos outils d'aide par rapport à ces objectifs de une croissance mais équitable, un commerce pour le développement, un développement des emplois, quel développement des emplois et sur quelle répartition territoriale. Donc le premier axe est sur la prévention, la gestion et la sortie des crises alimentaires et sanitaires, notamment zoosanitaires, grippe aviaire en particulier. Élaboration et mise en œuvre de politiques agricoles nationales et régionales. Le troisième axe est sur l'amélioration de la compétitivité des filières, y compris filières vivrières. Et dans cet axe-là, une des actions phares de la France est sur le renforcement des organisations paysannes et de leur organisation interprofessionnelle au sein des filières. Et enfin, un quatrième axe sur l'amélioration de la production agricole. L'aide en volume est répartie à peu près équitablement. Je suis désolée, je me rends compte qu'il manque un slide sur l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Donc la répartition de l'aide est à peu près équilibrée entre ces 5 axes. D'un point de vue géographique, l'aide française est principalement à 48% orientée vers les PMA africains et conformément à des orientations politiques qui ont été prises en 2005, l'aide aux pays à revenus intermédiaires est en diminution. Donc, en 2005, les engagements en volume pour le secteur sont de refléter la hausse globale de l'APD française sur une hausse de l'aide au secteur agricole, afin d'amener la contribution à ce secteur à 4,7% de l'aide globale, qui correspond à la moyenne OCDE. Où on en est aujourd'hui? Eh bien, bien loin de tout ça, puisque on a une stabilisation du volume d'aide au secteur. On est aujourd'hui à environ 330 millions d'euros par an, mais en part relative par rapport à l'aide française, qui a quand même globalement augmenté ces dernières années, on est clairement en chute libre, même depuis le début des années 2000. Pour vous situer d'où viennent les fonds au sein de la machine française, on a le ministère de la Recherche, on a l'Agence française de développement, le ministère français des Affaires étrangères. L'aide alimentaire est spécifiée parce qu'il y a eu une évolution en 2003-2004 de l'aide alimentaire qui avant était entièrement gérée par le ministère de l'Agriculture en fonction des surplus de production français. Et maintenant, c'est un budget, ce n'est pas une aide en nature qui est entièrement gérée par le ministère des Affaires étrangères. Donc ensuite, le MAP, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et la DGTPE, c'est le ministère des Finances. Et donc, vous voyez que sur la période 2001-2005, les parts des budgets baissent pour chacun de ces canaux. L'aide projet continue à dominer. La recherche, c'est ce qui était étonnant quand on a chiffré l'aide au secteur. C'est la recherche en matière agricole qui est le gros poste et qui bénéficie de 36% des budgets. Et je tiens à souligner que malgré les engagements qui ont été faits d'augmenter, de doubler l'aide qui passait via les ONG d'ici 2009 par rapport au niveau de 2004, aujourd'hui, 1% de l'aide française passe par les ONG. Au niveau européen, il existe également une stratégie dans le domaine du développement rural et agricole. Les objectifs de cette stratégie sont assez proches des objectifs de la coopération française. Il s'agit d'encourager une croissance de l'économie rurale, d'assurer un accès plus équitable aux moyens de production, au marché et aux services, de soutenir le développement humain et social, de garantir une gestion durable des ressources naturelles,
de réduire la vulnérabilité au risque et de traiter l'exclusion politique et sociale des pauvres des zones rurales. Cette stratégie vient de faire l'objet d'une évaluation. L'approche par laquelle cette stratégie est mise en œuvre, il y a deux types d'actions mises en œuvre par la Commission européenne. Une approche dite territoriale, où en fait on retrouve cette approche des années 80 de projets de développement rural intégrés sur une zone géographique délimitée, et une approche dite sectorielle qui est plus globale et plus au niveau des politiques et des États. Et donc cette stratégie vient de faire l'objet d'une évaluation prenant en compte l'ensemble des actions mises en œuvre par la Commission européenne de 1995 à 2005. L'évaluation souligne que la stratégie que je vous présentais rapidement est très peu opérationnelle et ne permet pas d'orienter réellement les actions et les politiques. Comme je le soulignais juste avant, dans les approches opérationnelles, il reste une prédominance d'une approche développement rural intégré, malgré des critiques qui notamment avaient été formulées lors d'une évaluation en 1994, qui soulignait le manque d'ancrage institutionnel, l'absence d'appropriation, le fait que les actions de ce type étaient non durables. Malgré tout, la Commission européenne est restée, ces actions sont restées très fortement marquées par cette approche, ce qui contribue à des impacts extrêmement limités, fragiles, puisque très circonscrits et globalement peu visibles. Au niveau des instruments, l'évaluation souligne l'intérêt d'instruments tels que le STABEX et SA, c'est une ligne financière sur la sécurité alimentaire, qui sont très souples et flexibles, ce qui est globalement pas le reflet de l'aide européenne, puisque globalement le Fonds européen de développement est pointé du doigt pour la complexité des procédures de ce fonds. Positivement, la Commission européenne, dans ses actions de développement rural, a eu un rôle assez significatif sur le renforcement des capacités de la société civile. Contrairement à l'aide française, il y a une aide européenne conséquente qui est mise en œuvre par les ONG. Et dernier point, l'évaluation souligne l'évolution, le renforcement de la cohérence. Ce qu'on appelle cohérence, c'est cohérence entre la politique d'aide au développement vis-à-vis des politiques nationales ou régionales en l'occurrence, politiques agricoles et politiques commerciales. Or, la réforme de la PAC, l'évolution de la politique commerciale européenne a contribué à cette appréciation plutôt positive, mais avec un bémol sur le fait que le développement des normes sanitaires au niveau européen crée un obstacle aux exportations des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique vers l'Union européenne, ce qui est contradictoire avec certains axes de la politique d'aide au développement. Et puis, la réforme notamment de l'aide sucre et banane a un impact négatif sur le revenu des producteurs des zones Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc face à ces constats, les recommandations de l'évaluation qui vient tout juste de sortir est tout d'abord de mieux spécifier les concepts. L'aide européenne, mais comme l'aide française et comme globalement l'aide internationale en ce moment, fait un espèce de mix peu clair entre développement rural, agriculture, sécurité alimentaire. Il paraît absolument indispensable de clarifier chacun de ces concepts en précisant bien que le développement rural, c'est d'abord le développement d'un territoire sur lequel il faut construire une gouvernance locale, il faut construire des infrastructures, des institutions économiques, sociales et soutenir le développement d'activités économiques diversifiées et notamment des activités agricoles. Le développement de l'agriculture prend donc toute sa place au sein du développement rural, mais ne doit pas se confondre dans un concept de développement rural. La sécurité alimentaire, on la définit aujourd'hui plutôt comme un objectif, comme un cadre d'analyse, mais pas comme un objet de projet ou de programme en soi. Les recommandations demandent à ce que les stratégies et priorités d'action soient précisées, et leur analyse d'impact de ce qui a été fait par la Commission européenne les amène à mettre en avant l'intérêt d'une approche de gestion intégrée de l'espace rural et de travail de la Commission européenne sur le renforcement d'une gouvernance territoriale. Ils considèrent qu'elle a une valeur ajoutée intéressante de l'Europe.
Et enfin, continuer à renforcer la cohérence des politiques en développant des mesures d'appui à la mise aux normes sanitaires dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, et en évaluant l'impact des mesures compensatoires de manière à les faire évoluer. Donc c'est les mesures compensatoires qui ont été mises en place suite à la réforme des OCM bananes et sucre. Pour nous, où en sommes-nous aujourd'hui? Il nous paraît important au sein de la communauté internationale d'affirmer nos spécificités d'aide. Quels sont les sujets sur lesquels soit nous ne sommes pas complètement d'accord avec la pensée dominante actuelle, soit nous avons une approche un peu spécifique. C'est en premier lieu notre attachement et notre conviction qu'il y a des potentiels de développement importants en travaillant au renforcement des marchés alimentaires domestiques et régionaux. Aujourd'hui, l'attention est principalement portée sur les marchés internationaux et ce qui nous paraît être au détriment des marchés régionaux. Notre expérience en Afrique de l'Ouest et notamment sur les zones UEMOA, CEDEAO nous montre qu'il y a quand même un potentiel important de développement de ces marchés et on considère que la stabilisation de cœurs de marchés locaux est absolument indispensable pour renforcer la compétitivité avant une ouverture globale vers les marchés internationaux. Et puis on reste des acteurs traditionnels de l'appui aux grandes filières export, au coton en particulier. Une autre des spécificités françaises, c'est l'accompagnement de la structuration du monde agricole. C'est clairement issu de notre propre histoire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Afrique nous confirme l'intérêt et l'importance d'accompagner les organisations professionnelles, la structuration de ces organisations professionnelles du niveau local jusqu'au niveau régional, voire international. C'est elles qui pèsent aujourd'hui dans les négociations internationales. On l'a vu sur le coton dans les négociations OMC, même si les négociations OMC patinent pour d'autres raisons, mais les États africains n'auraient pas eu la position qu'ils ont eue à Hong Kong s'ils n'avaient pas été poussés par les organisations professionnelles agricoles à ce moment-là. Ils étaient prêts à lâcher du lest dans des pressions qui venaient autant de l'Europe que des États-Unis. Et ce sont les organisations paysannes qui ont tenu tête et pas lâché le morceau, on va dire. Troisième de nos spécificités, c'est notre intérêt et conviction de la nécessité d'élaborer des politiques agricoles claires, élaborées en concertation avec la profession. Et aujourd'hui, notre gros problème est sur quels sont les instruments de mise en œuvre des politiques agricoles qui soient accessibles aux pays en développement, compte tenu des jeux de pression internationaux dans lesquels ils sont, des ressources financières qu'ils ont à leur disposition et de leur maîtrise des outils tels que la fiscalité ou des politiques monétaires. La France a également toute une réflexion et action en termes de promotion de modes de production durables, l'agroécologie et notamment le mode de production qui est avec le semis sous couvert végétal qui est actuellement mis en avant par la France. L'appui aux politiques de sécurisation foncière, je ne l'ai pas mentionné dans l'évaluation de la Commission européenne, mais cette évaluation critique le fait que la Commission européenne ignore totalement le foncier, ne s'en préoccupe pas. La France a une action, ou en tout cas une relative expérience en termes de sécurisation des droits fonciers qui nous paraît important de valoriser. Et puis je ne vais pas m'étendre parce qu'on en parlera plus après avec Gaël sur la valorisation de la qualité ou des qualités au sens large du terme, avec la mise en place de normes. Et non seulement on a des spécificités, mais on a un questionnement fort. Aujourd'hui, les trois grosses questions qu'on se pose, c'est tout d'abord sur le concept de transition économique.
toute la pensée actuelle du développement et du développement économique en particulier est traversée implicitement par l'idée que forcément un pays qui se développe, c'est un pays dont la contribution de l'agriculture au PIB baisse, dont le nombre de personnes qui vivent de l'agriculture baisse et qui développe d'autres secteurs, notamment industriels. Aujourd'hui, un certain nombre d'études, notamment qu'on mène avec la Banque mondiale, montrent que tout ça est bien joli, mais c'est une lecture de notre histoire qui oublie de rappeler que cette transition s'est passée pour nous à un moment où on avait des marchés captifs, c'était la grosse période de l'impérialisme, où 60 millions d'Européens ont quitté l'Europe pour aller vers les États nouveaux, les États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, et puis question de marché captif, pas pour l'Afrique en particulier, les migrations internationales, on a bien compris que ce n'était pas une option acceptable politiquement par les États du Nord. Imaginer que la transition se ferait forcément de la même manière qu'elle s'est faite chez nous paraît difficile. On n'a pas d'autres modèles à proposer à l'heure actuelle, mais il nous paraît important de questionner ce postulat qui est implicite en plus, on n'en parle jamais, mais qui est sous-jacent à toutes nos stratégies. C'est évidemment que les agricultures durables, je ne vais pas m'étendre, je sais que vous avez eu des séances entièrement consacrées à ce questionnement. Et puis c'est quelle cohérence des politiques si la Commission européenne est félicitée pour l'avancée qu'elle a dans ce sens. Au niveau français, c'est encore un débat qu'on ne peut pas avoir au niveau interministériel, qui est toujours évacué. Bon, jusque quand ? Donc, de manière opérationnelle, et juste pour terminer, on compte donc affirmer toutes ces spécificités en intégrant notre questionnement dans une stratégie qui serait actualisée pour 2008. Pourquoi on veut actualiser cette stratégie ? Le contexte n'a pas changé fondamentalement depuis 2005. Mais au-delà de l'engagement politique répété, et à l'époque de Chirac, c'était un grand fervent de l'agriculture, il a présidé le Dakar agricole qui se voulait être l'équivalent du salon de l'agriculture français. Il a beaucoup parlé d'agriculture, je vous ai montré les chiffres derrière. Au-delà des mots, quel est l'engagement financier de la France sur le secteur ? Gros point d'interrogation aujourd'hui. Et puis on aimerait avoir des engagements en termes de prévisibilité de l'aide. Aujourd'hui, on sait à peu près au mois de mars quels sont les budgets dont nous disposerons sur l'année en cours. Et nous arrêtons de décaisser au mois d'octobre sans avoir la moindre idée des montants qui nous seront alloués l'année suivante. Je vous remercie. J'ai été très longue. Je suis désolée.